Les rendez-vous de Philopop. C'est le rendez-vous de Philopop sur Westrack Radio. Bonjour à tous. Je vais vous lire aujourd'hui une fable que vous connaissez tous. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeun qui cherchait aventure et que la faim en ses lieux attirait. « Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?» dit cet animal plein de rage. « Tu seras châtié de ta témérité. »« Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vas désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessous d'elle, et que, par conséquent, en aucune façon je ne puis troubler sa boisson. »« Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. »« Comment l'aurais-je fait, si je n'étais pas né ?» reprit l'agneau. « Je tette encore ma mère. »« Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. »« Je n'en ai point. »« C'est donc quelqu'un des tiens. Car vous ne m'épargnez guère, vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit, il faut que je me venge. » Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte, et puis le mange, sans autre forme de procès. Vous avez reconnu, bien sûr, Le loup et l'agneau de Jean de La Fontaine, et sa morale très célèbre, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Contrairement à une opinion répandue, j'oserais dire que les fables de La Fontaine ne sont pas des fables pour des enfants. Sous des allures plaisantes, elles abordent souvent des sujets politiques. Ainsi, comment ne pas voir dans la figure du loup un monarque absolu que l'agneau appelle « Votre Majesté ». Pour qui s'interroge sur les rapports de force et les rapports de pouvoir, la fable du loup et de l'agneau donne matière à réflexion. Qu'il s'agisse des rapports de force qui opposent des États ou de groupes sociaux au sein d'un même État. Chacun a ici, bien sûr, des exemples en tête. Quelle est cette raison du plus fort, dont La Fontaine déclare qu'elle est toujours la meilleure ? On peut s'étonner ici que le loup de la fable ait besoin de fonder sa décision de manger l'agneau auprès de l'agneau lui-même. Pourquoi ne fait-il pas usage immédiatement de sa force ? Pourquoi tient-il à montrer qu'il est dans son bon droit ? En vérité, le loup s'avère un piètre raisonneur. Il produit des arguments que le jeune agneau n'a aucun mal à réfuter. Voyons en effet sa manière de raisonner. Il déploie au début un véritable syllogisme qu'il est assez facile de reconstituer. Sa prémisse majeure est implicite. Elle pourrait s'énoncer ainsi : tout individu qui trouble la boisson d'un autre doit être châtié. C'est la loi qui sert de base au raisonnement du loup. Or, voilà que l'agneau se montre assez hardi pour troubler son breuvage. Le loup est donc en droit de lui déclarer, conformément à la loi, « Tu seras châtié de ta témérité ». Mais le loup se heurte à un agneau excellent raisonneur, qui, s'adressant à lui avec déférence, il l'appelle « Votre Majesté », lui objecte qu'il se désaltère dans le courant d'un ruisseau. Je le cite, « plus de 20 pas au-dessous d'elle, c'est-à-dire de Votre Majesté, et que par conséquent, en aucune façon, il ne peut troubler sa boisson. » Incapable de réduire l'objection, le loup passe à un autre argument. Il rappelle la médisance dont l'agneau s'est rendu coupable l'an passé. La réponse de l'agneau est encore imparable. « Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ? Je tette encore ma mère. » À court d'arguments, le loup se lance alors dans une suite de sophismes grotesques. « Si ce n'est toi, c'est donc ton frère ?» À quoi l'agneau répond « Je n'en ai point ». Et le loup de rétorquer « C'est donc quelqu'un des tiens ». Telle est la raison du plus fort
qui a toujours raison, quoi que lui objecte le plus faible. Raison destinée à lui démontrer qu'il est en tort, et que le plus fort a donc toujours raison de l'opprimer. À première lecture, la morale de la fable est ironique. La raison du plus fort revient à donner une apparence de justification à ce qui n'est qu'un décret arbitraire. Les arguments du loup sont grotesques, on l'a vu, mais l'agneau a beau les réfuter, à quoi sert d'avoir raison quand on est le plus faible ? Comme le loup et l'agneau symbolisent manifestement un monarque absolu, on pense ici à Louis XIV, et l'un de ses sujets, comment ne pas voir dans la fable une dénonciation de l'absolutisme ? Toutefois, si nous examinons la morale de la fable, indépendamment de son récit, ne peut-elle pas prêter à une autre lecture ? À une lecture qui pourrait se présenter comme une lecture réaliste. Il ne s'agirait plus cette fois de démonter les artifices de la raison du plus fort, il s'agirait de reconnaître que dans les faits, non seulement la force du plus fort s'impose toujours, mais aussi qu'elle est toujours la raison la meilleure, parce qu'il n'y a pas mieux pour instituer le droit et faire régner la paix. À défaut d'une justice sur laquelle tout le monde puisse s'accorder et qui ne suscite aucune contestation, la raison du plus fort est toujours la meilleure, car elle s'impose à tous et met fin au conflit qui risque de mener à la guerre civile. Je propose dans cette émission d'approfondir chacune de ces lectures afin que vous puissiez ainsi en mesurer la pertinence. Selon la première, la raison du plus fort n'est qu'une mystification qui déguise la force en droit et qu'il faut donc dénoncer et rejeter. C'est la lecture que fait Rousseau dans le premier livre du Contrat social, dans le chapitre du droit du plus fort. Selon la seconde, la raison du plus fort n'est certes pas la solution idéale, mais elle est toujours la meilleure parce que dans les faits, seule la force est en mesure d'instituer le droit et d'établir la paix civile. Il vaut donc mieux s'y résoudre. C'est la lecture de Pascal dans ses pensées. Après une première pause, nous examinerons la première lecture, celle de Jean-Jacques Rousseau. Voyons d'abord la critique que fait Rousseau de la raison du plus fort, de ce qu'il appelle le droit du plus fort, au début du premier livre de son Contrat social. En lisant la fable de La Fontaine, nous nous étonnions que le loup ait besoin de se justifier avant de manger l'agneau. Justification certes absurde, tant ses arguments sont grotesques. Si le plus fort est vraiment le plus fort, qu'a-t-il besoin en effet de raisonner pour justifier ses décisions ? Pour y voir plus clair,
il faut rappeler ici ce qu'est la force, comme le fait Rousseau, et comprendre que l'expression « le plus fort » ne va vraiment pas de soi. La force, dit Rousseau, est une puissance physique. Si elle s'impose nécessairement. Elle n'a besoin donc d'aucun discours pour la justifier. Une force plus grande l'emporte nécessairement sur une force plus petite. En outre, la nature n'est réglée que par la nécessité. Ainsi, le comportement des loups et des agneaux, je parle ici des loups et des agneaux tels qu'ils évoluent dans la nature, ce comportement ne relève aucunement d'une volonté qui choisit et se détermine selon des raisons. Les loups ne peuvent agir autrement qu'ils n'agissent quand ils mangent des agneaux. La loi du plus fort qui règne dans la nature n'exprime aucun choix. Comme le dit Spinoza, au début du chapitre 16 de son traité théologico-politique, les poissons sont déterminés à nager, les gros poissons à manger les petits poissons. Et on pourrait ajouter, et les loups à manger les agneaux. La Fontaine, bien sûr, ne fait aucun usage naïf de l'anthropomorphisme. Le loup qui parle dans la fable et justifie l'usage qu'il s'apprête à faire de la force n'est pas un vrai loup, bien sûr. C'est un homme en position de pouvoir dont on peut dire qu'il se conduit comme un loup auprès de ses semblables. Si les hommes vivaient comme des bêtes, s'ils n'avaient que le souci de conserver leur vie et de satisfaire leurs besoins, il leur arriverait sans doute de se combattre, mais ce serait seulement pour leur utilité vitale. Or, la domination qu'un homme exerce sur d'autres hommes ne se ramène pas à la loi du plus fort qu'on rencontre dans la nature. La domination est plus qu'un rapport de force. Elle est une relation entre deux volontés, dont l'une, celle du plus fort, fait usage de la force pour contraindre l'autre, celle du plus faible, à se plier à ses décisions. La question est maintenant de savoir pourquoi le plus fort ne se contente pas de faire usage de sa force, mais éprouve le besoin d'en justifier l'usage contre le faible. C'est ici que l'analyse de Rousseau est lumineuse. Comme il le montre, le plus fort ne peut pas miser seulement sur sa force pour dominer. Je cite Rousseau. « Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître. » La force est en effet une puissance physique qui produit son effet sur le moment, mais pas dans la durée. Elle permet par exemple de s'emparer du pouvoir, mais elle ne suffit pas pour l'exercer et le maintenir durablement. Quant à l'expression « le plus fort », elle ne peut jamais désigner un absolu. Celui qui est le plus fort peut rencontrer plus fort que lui. Il suffirait peut-être que les faibles qu'il domine se coalisent pour que le rapport de force soit renversé. Nul n'est donc assez fort pour prétendre qu'il dominera toujours. Tel est le paradoxe de la force, elle est faible. Et comme elle ne suffit pas au plus fort pour être toujours le maître, eh bien il faut qu'il recoure à autre chose que la force pour maintenir sa domination. Il faut qu'il recoure à ce que Rousseau appelle le droit du plus fort, qui n'est pas autre chose que ce que La Fontaine, lui, appelle la raison du plus fort. Je cite Rousseau. « Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. De là, le droit du plus fort. » Le plus fort ne peut donc maintenir sa domination que s'il parvient à la faire paraître comme légitime auprès des faibles qui l'oppriment, s'il parvient à déguiser sa force en droit en les persuadant que le meilleur choix, la raison la meilleure, c'est lui obéir, parce qu'il est le plus fort. Si les opprimés croient eux-mêmes que la force du plus fort est une autorité légitime, s'ils se croient obligés de lui obéir alors qu'ils sont en réalité sous sa contrainte, ce sera alors gagné pour le plus fort.
il ne rencontrera aucune résistance de leur part. Le droit du plus fort est ainsi, comme l'écrit Rousseau, un prétendu droit, une mystification qui repose dans l'imagination des opprimés sur la confusion entre la force et le droit, alors qu'il s'agit là de deux choses radicalement distinctes. Cette confusion les conduit à parer la force d'un prestige moral qu'elle n'a aucunement, elle qui n'est qu'une puissance physique. Elle conduit les opprimés à sacraliser le pouvoir de leur oppresseur, voire à le vénérer comme s'il était un être supérieur par ses qualités. On comprend que le plus fort a tout intérêt à capter l'adhésion intime des faibles qui l'oppriment pour créer en eux une volonté d'obéir. Ainsi, la véritable force de son pouvoir n'est pas sa force, mais le consentement des opprimés à leur oppression. Rousseau retrouve ici l'idée d'une servitude volontaire formulée la première fois par Étienne La Boétie. Que veut donc l'énoncé « La raison du plus fort est toujours la meilleure » ? C'est un énoncé dont le caractère ironique revient à dire exactement le contraire. La raison du plus fort n'apparaît la meilleure qu'aux yeux des opprimés qui se laissent abuser. Mais elle ne l'est aucunement. Elle n'est jamais la meilleure, car elle n'est que l'arme de l'oppression. Comme le note Rousseau, le plus fort lui-même se laisse abuser par elle, en croyant son pouvoir légitime du fait qu'il est reconnu par les hommes qui l'oppriment comme légitime. Il finit lui-même par croire qu'il n'est pas un oppresseur, mais plutôt un bienfaiteur de son peuple. Si le droit du plus fort est une mystification, c'est malheureusement une mystification qui triomphe dans les faits et qui s'impose dans l'histoire. Ainsi écrit Rousseau, le droit du plus fort est réellement établi en principe. Dans la réalité, le droit qui régit les sociétés existantes jusqu'à présent, c'est le droit institué par les plus forts, par les tyrans, par les despotes, par ceux qui font triompher leur arbitraire au détriment des peuples et qui ont besoin pour cela du consentement des opprimés. C'est là aussi le principal obstacle que les peuples doivent surmonter pour parvenir à leur émancipation. En prenant conscience de la mystification qui les aliène, en ramenant la force du plus fort à ce qu'elle est véritablement, ils ont raison alors de s'insurger et de chercher à renverser le rapport de force en leur faveur. Comme l'écrit Rousseau, puisque le plus fort a toujours raison, il ne s'agit que de faire en sorte qu'on soit le plus fort, et Rousseau ici reprend les termes de La Fontaine. L'analyse de Rousseau ne se contente pas d'une critique du droit du plus fort. Il lui oppose l'exigence d'un véritable droit. Il soutient qu'il est possible d'instituer une autorité véritablement légitime à l'égard de laquelle l'obéissance ne sera plus synonyme de servitude, mais de devoir. Rousseau développe ses idées dans son fameux « Contrat social » rédigé en 1762, mais dans le cadre de cette émission, je ne ferai que les évoquer. Sachons seulement que le droit n'est pour lui un véritable droit que s'il a pour source la volonté de chacun des citoyens, qui se prononce en assemblée avec tous les autres sur les lois qui conviennent à la communauté politique tout entière. Ainsi, la raison la meilleure, la seule qui puisse justifier l'obéissance à l'autorité politique et préserver les hommes de toute dépendance à l'égard d'un oppresseur, eh bien c'est celle qui procède de la volonté de chacun des citoyens, de cette volonté que Rousseau appelle la volonté générale. Dès lors que le droit est ainsi établi, la force cesse d'être du côté de l'oppresseur, elle est au service de la justice. Elle permet alors d'écarter le risque de l'oppression en contraignant les hommes qui ne respectent pas leurs obligations et veulent désobéir aux lois, en les empêchant d'imposer leur arbitraire au détriment des autres. Voilà donc la lecture
que Rousseau peut faire de la morale du loup et de l'agneau, nous examinerons, après la pause, la lecture de Pascal. Comme je l'ai dit, on peut faire une toute autre lecture de la morale de La Fontaine que celle qu'en fait Rousseau. Cette lecture est celle de Pascal dans ses Pensées, qui sont parues après sa mort en 1670. Alors ici, il peut paraître curieux
que j'aborde la lecture de Pascal après celle de Rousseau, alors que Pascal est antérieur à Rousseau. Le contrat social paraît en 1762. Mais il m'a semblé nécessaire de procéder de cette façon, dans la mesure où la lecture de Rousseau est celle qui nous paraît le mieux correspondre, spontanément, à ce que montre la fable de La Fontaine. Pour Pascal, la raison du plus fort est toujours la meilleure, n'est pas une morale ironique, mais une morale réaliste. Car seule la force peut en pratique instituer le droit et déterminer la justice. N'en déplaise à Rousseau, le droit ne peut être institué que par la force. Et ce droit que Rousseau appellera le droit du plus fort n'est pas un droit apparent. Ce n'est pas un prétendu droit. C'est un droit véritable. Comment Pascal arrive-t-il à cette conclusion ? C'est ce que je vais m'efforcer de montrer. Au point de départ de son raisonnement, Pascal distingue la force et la justice, qui sont deux qualités radicalement hétérogènes. Rousseau distinguera pareillement la force et le droit. La force est une qualité physique, la justice une qualité spirituelle. Aussi y a-t-il une différence fondamentale entre la légitimité qui consiste à suivre la justice et la nécessité à laquelle on est réduit quand on obéit à la force. Je cite Pascal, Pensée 298 dans l'édition Brunswick. Il est juste que le juste soit suivi, il est nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. Justice et force, légitimité et nécessité, ne sont donc pas du même ordre. L'idéal serait de concilier ces deux qualités, car comme l'indique Pascal, sans la force, la justice est impuissante, et sans la justice, la force est tyrannique. Idéalement, il faudrait donc que la justice puisse être secondée par la force pour éviter qu'elle soit contredite par ceux que Pascal appelle les méchants. Entendons par là les hommes qui veulent imposer leur intérêt particulier au détriment des autres. Mais il y a loin de l'idéal à la réalité. Dans la réalité, ce n'est pas le juste qui est fort, c'est le fort qui est juste. Je cite à nouveau Pascal, « Ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste. » Et Pensée 299, « Ne pouvant faire qu'il soit force d'obéir à la justice, on a fait qu'il soit juste d'obéir à la force. Ne pouvant justifier la justice, on a justifié la force, afin que le juste et le fort fussent ensemble, et que la paix fût, qui est le souverain bien. » Tel est donc l'état de fait. Comment s'explique-t-il ? Il s'explique par deux causes. D'une part, dit Pascal, la justice est sujette à dispute. D'autre part, la force est très reconnaissable et sans dispute. Pourquoi la justice est-elle sujette à dispute ? Parce que les hommes sont incapables de la connaître et d'en donner une définition universelle, indiscutable. Ainsi, la justice est objet de contestation et source de querelle. La connaîtraient-ils, les hommes seraient incapables de la suivre, car ce que Pascal appelle la concupiscence est au principe de leurs actions. En effet, ce qui anime les hommes, ce sont essentiellement leurs intérêts particuliers et leurs passions. En quoi maintenant la force est-elle très reconnaissable et sans dispute, comme le dit Pascal ? Tout simplement en ce que la force n'a qu'à se montrer pour faire la loi et mettre tout le monde d'accord. Ainsi, pour reprendre les termes de Pascal, la force est la reine du monde. Voilà donc pourquoi la raison du plus fort est toujours la meilleure. Ce n'est pas la solution idéale, mais
comme la justice ne peut pas triompher et la force être seulement à son service, c'est la meilleure solution. Seule la force peut tenir en respect les hommes et garantir la paix civile en instaurant un droit qui met un terme aux querelles. Pascal ne dit pas que les lois ainsi instaurées soient parfaitement équitables. Il reconnaît qu'à l'origine du droit, il y a eu l'acte de violence du plus fort. Il faut, écrit-il, reconnaître la vérité de l'usurpation. Pour autant, la sagesse n'est pas de la dénoncer et d'en appeler à la rébellion au nom de son caractère arbitraire. C'est une illusion dangereuse que de croire qu'il soit possible d'instaurer des lois véritablement fondées sur la justice. On prend alors le risque d'inciter le peuple à la désobéissance et d'engendrer le chaos. La meilleure solution, au contraire, est de se résoudre à légitimer la force et de dissimuler au peuple l'usurpation dans son intérêt pour préserver la paix civile, en évitant ainsi le déchaînement des querelles et des séditions. Je cite Pascal, « Il ne faut pas que le peuple sente la vérité de l'usurpation. » Et plus loin, Pensée 326, « Il est dangereux de dire au peuple que les lois ne sont pas justes, car il n'y obéit qu'à cause qu'il les croit justes. » Il reste toutefois à expliquer comment les hommes peuvent reconnaître comme légitime un droit qui au départ est institué par la force. Cela ne peut pas naître de la force. La force suscite la crainte. Elle ne peut pas engendrer un sentiment de justice. Comment donc les hommes peuvent-ils acquérir le sentiment de devoir obéir aux lois instituées par la force ? Ce qui seul peut rendre raisonnable ce que Pascal appelle l'usurpation, c'est l'ancienneté et la coutume qui finissent par effacer la violence originelle du plus fort et font naître l'opinion que les lois sont justes, du seul fait qu'elles sont toujours suivies. Ainsi, pour que la force soit justifiée et paraisse la justice, il faut que la force soit occultée comme force, qu'elle devienne la justice dans l'imagination de ceux qui lui obéissent. À ce que Pascal appelle les cordes de la nécessité, qui désignent au fond les rapports de force, doivent succéder avec le temps des cordes de l'imagination. En occultant l'usurpation, l'imagination fait croire en la justice des institutions établies par le plus fort, et elles peuvent ainsi être stabilisées et maintenues. Seule l'imagination, en conséquence, sous l'effet de la coutume, peut produire la métamorphose de la force en justice, car elle seule a le pouvoir d'associer dans l'esprit humain deux qualités aussi distinctes que la force et la justice. Seule l'imagination est donc en mesure de justifier la force, de la transformer, elle qui n'est qu'une puissance physique, en une qualité spirituelle qu'elle n'est pas, c'est-à-dire la justice. Alors, comme on l'a vu, l'énoncé de la morale du loup et de l'agneau rend possible deux lectures opposées, comme celle de Rousseau et de Pascal. À Pascal, penseur de l'ordre établi, il serait trop facile d'opposer Rousseau, penseur de l'émancipation des peuples. En cédant ainsi à une préférence spontanée, on risque de manquer la profondeur de l'analyse de ces deux philosophes et de les caricaturer. Ainsi, Pascal ne sacralise aucunement l'ordre établi. Il montre seulement qu'il est illusoire et dangereux de vouloir le renverser au nom d'un ordre meilleur. Il ne fait pas l'éloge de la force. Il reconnaît même qu'elle peut devenir tyrannique. Et c'est le cas lorsque ceux qu'il appelle les grands prétendent s'imposer au peuple en alléguant leur prétendue supériorité naturelle. Il faut lire à ce sujet ce texte admirable que sont les 3 discours sur la condition des grands. Pour apprécier chacune de ces deux lectures, il faut comprendre sur quelle conception de l'homme s'appuient l'une et l'autre. Sur ce point,
Pascal et Rousseau diffèrent radicalement. Pour Rousseau, les hommes sont capables de s'autodéterminer et de s'autogouverner collectivement en s'élevant à la citoyenneté. Pour Pascal, la condition humaine est telle que la volonté des hommes ne peut être que capricieuse. Les hommes sont incapables de se gouverner selon la raison et la justice. Chaque homme est prêt à se montrer tyrannique en voulant soumettre les autres à sa domination. Pour le dire comme Pascal, la concupiscence est au principe des actions humaines. En conséquence, selon lui, la politique ne peut pas être une affaire de raison, elle consiste à régler un hôpital de fous. Et c'est déjà chose admirable qu'elle parvienne à établir un ordre à partir de la concupiscence qui est au cœur de l'homme, qui par principe s'oppose à tout ordre. Mais si Pascal et Rousseau partent de prémices anthropologiques opposées, par bien des aspects cependant, leurs analyses se rejoignent. Quand Rousseau plaide pour l'émancipation des hommes et des peuples, il ne fait preuve d'aucune naïveté. Il ne nie pas que cette émancipation soit très difficile à réaliser. Rien n'est plus difficile en effet que d'établir un véritable droit, que d'instituer une autorité politique légitime fondée sur la volonté de chaque citoyen. La volonté de chaque citoyen, que Rousseau appelle la volonté générale, peut en effet être détournée et placée sous l'influence des intérêts particuliers d'un groupe dominant. Le plus fort peut alors triompher en parvenant à imposer sa communication et en produisant ainsi un consensus favorable à ses intérêts. Ainsi, qu'on considère comme Pascal qu'il s'agit là d'un phénomène nécessaire ou qu'on y voit, comme Rousseau, un mécanisme d'aliénation, nos deux philosophes s'accordent pour montrer que c'est toujours l'imagination qui permet au plus fort d'imposer sa domination auprès des plus faibles qui sont beaucoup plus nombreux. Nous préférons employer aujourd'hui le terme d'idéologie, mais est-ce vraiment si différent ? Chers auditeurs de Westrack, je vous remercie de votre attention. Vous trouverez le podcast et le plan de cette émission sur le site de la radio. Je vous dis au mois prochain. Je vous dis à très bientôt.